Alors bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus nombreux chez Caribe ce soir. On est vraiment très heureux de recevoir Benoît Viraud. Pendant longtemps en fait on recevait seulement ses auteurs et bon, ça nous fait très plaisir, mais on est donc particulièrement, on en a reçu un certain nombre, on en dira un mot tout à l'heure certainement. Mais donc il va se prêter ce soir, je crois assez joyeusement quand même, à l'exercice du libraire invité, qui est toujours un exercice un peu particulier, puisqu'il s'agit de présenter alors 7 à 22 textes qu'on aime particulièrement, mais qui ne peuvent pas être des textes de Nouvelle Attila. Pas encore, voilà. C'est un peu tôt. Et donc, c'est à toi de jouer. C'est joyeux, mais c'est un peu stressant parce que c'est pas forcément cette position hiératique qui m'est la plus aisée et la plus agréable dans le métier d'éditeur. En fait, j'avais prévu, si je m'étais écouté, je serais venu avec 4 livres. J'aurais commencé par Moby Dick de Herman Melville, traduit par Jean Giono. J'aurais continué avec Moby Dick de Herman Melville, traduit par Armel Gern. J'aurais sans doute, si j'avais continué à m'écouter, poursuivi par Moby Dick de Herman Melville, traduit par Henriette Gexroll. Et il est probable que j'aurais terminé par la traduction du Moby Dick de Herman Melville par Jean-Philippe Jaworski. Mais j'ai décidé de m'écarter de mon prisme personnel un peu, de mon gros tropisme pour le roman et pour la fiction, d'éclater un petit peu les barrières entre les genres. Et donc plutôt que de vous ramener les 7 chefs-d'œuvre qui ont marqué ma vie, et qui auraient peut-être pesé un peu lourd sur vos épaules. Donc sur cette table, vous ne trouverez pas de Gombrowicz, pas de Dostoïevski, qui à mon avis sont des références peut-être un petit peu pesantes. Donc c'est plutôt des formats courts, des livres assez modestes, mais dont on va dire qu'ils sont parmi les plus étonnants de ma bibliothèque, et que finalement, après avoir, enfant et adolescent, succombé à la lecture pour ce qu'elle captivait en moi, et pour une espèce de magie qui nous transportait très loin, on va dire que dans mon parcours professionnel, je suis davantage sensible à la dose de surprise et d'étonnement qu'elle peut provoquer, et du coup peut-être à des modifications et des changements plus subtils qu'elle peut introduire dans les attentes du lecteur. Je vais commencer. J'ai l'intention d'être très bref, sinon lapidaire, parce que j'ai pas envie ni de faire des résumés et j'ai pas eu le temps de préparer des analyses un tant soit peu sérieuses de la chose. Et puis si par bonheur vous vous précipitez sur ces stocks et que vous les épuisez, il sera toujours temps de rééditer ces titres dans un futur joyeux. Alors, s'il y a une précision importante. Donc le libraire m'a commandé comme exercice de choisir 7 livres avec cette précision importante. Il fallait que les livres soient disponibles dans le commerce, et donc ça me fait effectivement alors je sais pas si c'est habitude ou déformation ou pas de chance, mais la plupart du temps quand on me demande de choisir des bouquins pour une présentation ou pour rendre hommage à un autre éditeur, il se trouve que ce texte une fois sur deux est épuisé. C'est le cas notamment là du Zonzon Pépette que je présente, qui, victime de son succès, est très souvent épuisé. Alors du coup, j'ai fait remarquer en manière ironique, s'il y avait des bons livres dans le commerce, ça se saurait. Et donc du coup, j'ai un peu cherché à piéger l'équipe de la librairie en choisissant des éditeurs... Enfin, disons en ayant l'intention de rendre hommage à des éditeurs autant qu'à des auteurs et qu'à des textes, de manière aussi à témoigner un petit peu devant vous de l'aventure amicale et de la complicité énorme qui peut se tisser avec des catalogues de maisons d'édition, et en connaissant la personnalité des éditeurs, et puis parce que des fois en fait on est et puis c'est pas des fois, je pense que moi la plupart du temps on est conduit à un texte par une aventure humaine et par une aventure collective. Et du coup je voulais que la table de ce soir puisse raconter un petit quelque chose des coulisses du livre, et pas seulement de ce que vous pouvez y trouver quand vous le découvrez dans une vitrine de libraire. J'avais choisi 9 titres au départ en fait, et il y en a quand même 7 disponibles, donc on retombe sur le chiffre mythique de la Pléiade, qui est aussi le chiffre du prix Nocturne, et je trouve ça très bien. Mais c'est vrai que là, les titres dont je me disais, ça fait 10 ans que j'ai envie de le rééditer, il est toujours disponible, peut-être que ce soir je vais y arriver, en fait au moment où
où Hugues et Anaïs ont regardé, il s'est trouvé qu'il était épuisé. C'est notamment le recueil de nouvelles de Paul Gaden qui s'appelle Scène dans le château, qui est illustré par une magnifique ouverture de Magritte, qui est paru chez Actes Sud au tout début des éditions Actes Sud, je pense 84 ou 85, et qui contient une nouvelle assez universelle qui s'appelle Baleine, une nouvelle parabolique sur une baleine échouée sur une plage, dont on se demande si elle n'a pas pu inspirer Krasnorkai, parce qu'il y a une scène similaire dans un de ses romans. Et le deuxième texte qui était épuisé, c'était le roman de Raymond Guérin, Les Poulpes, qui était paru au Tout sur le Tout, l'éditeur qui avait commencé en même temps que Dominique Gauthier du Dilettante au début des années 80, et qui est un roman célinien sur un campement un dortoir de soldats pendant la guerre. Un roman épique, intime, sur le corps et sur la misère matérielle et la misère corporelle dans la situation la plus sordide. Donc on enquêtera pour savoir ce qu'il en est. Et je pense que Guérin il finira par être édité chez Finitude, à raison. Et Gaden, par contre, les éditeurs se pressent pas franchement au portillon pour lui rendre hommage. Donc ça peut être une piste de travail assez sympa. C'est un euphémisme. Donc, je vais commencer par la plus petite portion de texte que je pouvais vous présenter ce soir. Ça tombe bien parce que c'est l'œuvre d'un ami éditeur de poésie, d'obédience plutôt surréaliste à Montréal, qui s'appelle Loi de Cravant. Il a emprunté son titre à une citation de Louis Kuttner. Et en fait, je crois que je ne vous parlerai pas de ce titre pour une raison bien simple, c'est que vous allez tous repartir avec. Et pourquoi vous allez tous repartir avec ? Pour une raison bien simple, c'est l'histoire d'une petite fille qui viole des vieux messieurs. Alors c'est une des traditions les plus provocatrices de la littérature française, qui moi m'a rappelé un seul livre, un livre de nouvelles de Maurice Ponce, qui s'appelle Les Enfantines, et qui revient de la même manière et avec le même côté acerbe, subtil, très frustrant, sur les pires perversions possibles et imaginables dans un cerveau de petite fille, que ce soit au contact d'animaux, de messieurs, d'autres petites filles, de textiles, d'alimentaire, de nourriture, etc. Il y a 7 petits contes, et le livre fait 32 pages au total. Et voilà, pour moi, c'est l'immanquable de la sélection. Ensuite, je crois que je vais aller du plus fin au plus épais. Comme ça, quand le libraire en aura marre, il pourra m'arrêter et dire qu'on a assez palabré. Alors, Raymond Cousse, Stratégie pour deux jambons, est un texte qui a existé sous 2 formes. D'abord comme pièce de théâtre, et ensuite comme récit. C'est quasiment le même texte d'une édition à l'autre. La pièce de théâtre étant parue chez Flammarion, je crois vers 76 ou 78. Et le récit étant paru, c'est 78, et le récit est paru au Serpent à Plumes en 1995. Et ce texte est vraiment célèbre aujourd'hui par les mises en scène qui en ont été faites, et notamment par la mise en scène de Jean-Claude Dreyfus, qui jouait, je pense, dans Delicatessen un rôle de boucher, et qui a créé sur scène ce texte avec des moyens verbaux, sonores et physiques dont lui seul était capable. C'est Cousse qui l'a créé. Et alors, moi j'ai entendu parler que de la mise en scène de Dreyfus, et je l'ai découverte à Avignon dans une autre mise en scène, d'un monsieur tout aussi charismatique, et qui avait eu la bonne idée de faire sponsoriser sa pièce par un producteur de saucissons bretons. Et donc il y avait un tirage au sort, et comme on n'était que 4 dans la salle, j'étais le seul garçon, il y avait 3 filles, et que quand il parlait ce texte c'est le monologue d'un cochon avant l'abattoir. Donc il y a beaucoup question de truie et de verra, qui permettaient à l'acteur des jeux de scène, avec des regards affûtés en direction des filles et de l'unique garçon, et au final j'ai gagné le tirage au sort. Comme je me suis nourri quasiment uniquement de saucissons pendant mon enfance, c'était une raison supplémentaire d'adhérer à ce texte. Donc nous commençons avec la voix, nous commençons et nous terminons, puisqu'on l'accompagnera jusqu'à la dernière minute, avec ce cochon. C'est un cochon philosophe. En fait, c'est vraiment un monologue métaphysique sur les derniers instants avant la mort, et sur la condition porcine de cette bête qui est condamnée, quoi. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce cauchemar
d'être condamné à mort, et il vous reste 15 jours à vivre, c'est le cas du cochon, mais il prend ça avec autant de philosophie à peu près que le chien des Bidochon. Vous savez, ce chien qui cante quand ses maîtres lui en laissent le temps et le loisir. Et ce cochon va procéder d'une manière extrêmement précise et méthodique. Il va commencer par analyser l'espace autour de lui, mais alors latte de plancher par latte de plancher, centimètre par centimètre, analyse de la surface et analyse du volume. Puis ensuite, il va analyser la sensation du temps qui s'étire, selon par exemple, en se rappelant les différents âges et les différentes aires de sa vie de cochon. Et puis ensuite, il va expliquer les différentes étapes de l'engraissage. Alors très scientifiquement, avec le nombre de jours, apparemment c'est encore plus précis que la vinification. Et puis après, il va raconter sa lutte avec le porcher. Et là, ça prend les dimensions d'un combat épique. Et puis on va entrer dans les méditations sur dans l'anticipation donc de l'abattoir lui-même, avec observation, mise à la place des victimes qu'il a pu croiser, etc. Je vous lis le début pour vous donner un aperçu du style qui paraît très scientifique, presque froid. Je suis seul, maintenant, et tout laisse à penser qu'il en ira ainsi jusqu'à la fin, laquelle ne saurait tarder, je le sens. Mais je ne m'en plains pas. D'ailleurs, quel motif aurais-je de me plaindre? Pour peu enviable qu'il m'apparaisse, mon sort est-il des moins partagés? Je dois bien l'avouer, les comparaisons dans ce domaine ont toujours tourné à ma confusion, et j'en connais quelques-uns, et jusque chez les humains, qui s'accommoderaient fort de la situation. L'endroit que j'occupe suffit à mes besoins comme à la satisfaction de mes désirs. Je ne saurais dire si la longueur du local l'emporte sur sa largeur ou vice-versa, mais il me plaît d'imaginer que la largeur ne le cède en rien à la longueur. Je ne sais pourquoi l'idée d'exercer ma liberté à l'intérieur d'un carré, mais d'un précieux réconfort. Et juste un mot, c'est publié au Serpent à Plume, qui a été pour moi une des très grandes aventures éditoriales des années 80 et 90, que ce soit qu'il s'agisse de la revue ou de la maison d'édition. Maison qui ensuite, après avoir été... après que ses fondateurs en étaient un peu privés, est passé de main en main de manière assez malheureuse. Il se trouve que les fondateurs viennent de racheter leurs parts initiales et donc viennent de retrouver la propriété du titre Le Serpent à Plume, sauf qu'ils ont dû se séparer de la collection Motif. Donc ce titre, vous le trouvez encore dans le commerce, mais il est totalement comment dire, autonome et perdu au niveau des droits. Je me demande encore si les droits vont bien aux ayants droit de Cous. Donc c'est un titre qui est un peu en perdition juridique et éditoriale. Donc aidez-le à l'achever et à favoriser une nouvelle édition et un cochon bien propre, bien rose et bien neuf. Je peux apporter une petite anecdote? Oui, au contraire. Ça a été, il a joué dans le monde entier, Cous. Et sauf en France, puisque la critique l'a complètement méprisé. D'où le génial Abat la critique et Vive le Québec libre de Cous aussi. Et Cous, il a envoyé ses premiers manuscrits à Beckett, qu'il a quasi salarié, qui lui a envoyé régulièrement de l'argent pour qu'il continue d'écrire. En fait, il a une petite histoire et mésaventures avec Pivot, qui visiblement voulait l'inviter à Apostrophe pour Stratégie pour de jambon. Mais Pivot symbolisait aux yeux de Cous à peu près le pire de ce qui pouvait se faire en termes de marché télévisuel. Et il lui a fait une longue réponse en signe de refus, qui s'appelle Apostrophe à Pivot, qui était publiée au même Serpent à Plume et qui a dû être prise, je ne sais pas si c'est chez 100 pages ou au Dilettante. Et du coup, il y a effectivement ce texte qui est absolument somptueux, vive la critique, Abat la critique, et Vive le Québec libre, qui est un ensemble de toutes les correspondances que Cous a échangées, enfin pas qu'il a échangées, mais qu'il a adressées aux journalistes en place dans les années 80, et notamment avec les patrons du Figaro. Et c'est un sommet de littérature pamphlétaire. C'est passionnant sur les enjeux de la critique parce qu'on peut se mettre à peu près, on peut épouser la cause de tous les interlocuteurs dans le débat. C'est un très très beau morceau de littérature. Alors un mot sur un poète dont je suis tombé amoureux d'abord pour la maison qui l'éditait et pour les titres de ses livres et peut-être pour ce nom de famille.
Jacques Roman, dont j'ai toujours cru jusqu'à hier soir qu'il était suisse, parce qu'il y habite, et qui en fait s'avère être né à Dieulfi, qui, dans la Drôme, qui est l'un de mes villages d'adoption et l'un de mes villages préférés, et publié aux éditions Paupières de Terre, qui avait été fondée par Claire d'Aurélie. Claire d'Aurélie, c'était un tout petit bout de femme, très mutin, très discret, enfin à la fois très bavard et très discret. Je crois que c'est à peu près la seule personne de ce métier avec qui je n'ai jamais parlé de livres, sinon des livres sur les oiseaux, qui était son autre passion, à part voilà, à côté de la poésie. Et Claire d'Aurélie, on se voyait à peu près à tous les salons, salon du livre, salon de la poésie, salon des éditeurs indépendants. Elle m'offrait des carrés de chocolat et elle me racontait ses soirées devant la télévision, où elle regardait quasiment jamais la télévision, mais plutôt le ciel, ou les oiseaux, ou le terrain autour d'elle. Et c'était vraiment des plaisirs très fantaisistes, de conversation ou d'agite propre, puisque à chaque fois elle avait une nouvelle invention dans sa poche. Donc une fois c'était des faux timbres, des fausses cartes postales, et une fois elle a ramené une librairie portative. Elle avait décidé d'exploiter les files d'attente des gens devant les cinémas, les théâtres et les musées, pour leur proposer dans une espèce de boîte à couture qui formait comme ça un petit côté pyramidal à deux sens, des livres de poche. Et donc elle avait une sélection, je ne sais pas si c'était 6 ou 10 livres de poche, le critère c'est qu'il fallait que ça coûte moins de 10 euros. Et je lui ai acheté son premier livre, L'enfant qui était fou d'amour d'Eduardo Barrios. Et puis elle s'est agenouillée devant moi, elle m'a dit « Grâce à vous, je redeviens libraire ». Et c'est pour vous dire que voilà, c'est des rencontres comme ça qui contribuent aussi à façonner des goûts, parfois contre vos a priori, vos sentiments initiaux. Jacques Roman habite à Dieulfi. Jacques Roman écrit et publie beaucoup. Par exemple, la seule année 2003, donc qui a vu la publication de ce recueil, il a publié GT Baromètre aux éditions Zoé, le dossier R ou l'affaire du crochet à viande, suivi de Le cri de la fourchette sur une vitre nue, et de L'ange dans le couloir, aux éditions Empreinte, La chair touchée du temps, aux éditions La Passe du Vent, et L'ardeur de l'ombre, aux éditions de l'Air. Et pour ne rien gâcher, Jacques Roman cite en épigraphe de ce premier texte, Un étranger resté attardé sur la piste, un des auteurs tutélaires des éditions Attila, Ramon Gomez de la Serna, dont je vais reprendre ces quelques lignes. Il doit y avoir une blonde inouïe, aveuglante à force d'être blanche et blonde, affolante en vêtements noirs. Je l'imagine vous tuant lorsqu'elle se déshabille, vous tuant, rien qu'en se laissant voir, vous tuant d'un éblouissement. Et je trouve que c'est une très jolie entrée en matière et un très joli prélude à une entreprise poétique. Jacques Roman, que je ne finis jamais de lire, dans le sens où je crois que c'est, à l'instar de la poésie, c'est quelque chose que je prends là où le livre s'ouvre, avec des phrases enfin, avec un maximum de rupture dans la syntaxe, d'ellipses, d'originalité par rapport au code, et d'écart entre les mots. Pour moi, alors j'ai toujours rêvé de le rencontrer ou de le faire participer à des soirées, parce que je sais que c'est un très grand marcheur et un admirateur de Ludwig Scholl, l'auteur d'Ascension qu'on avait sorti en 2007. Et puis finalement, pour l'instant, j'en suis resté à cette fréquentation à distance, bercé par la magie de ces titres. Donc je vais vous lire, je vais sacrifier au risque de détruire un peu le sentiment qui, moi, m'habite à la lecture, la première page. À la fin, ce monologue d'un homme ridicule. Plus je puise, plus je puise. Et nouveau je me vois, ouvrier de la dernière solitude. Plus la force du tourment d'aimer, plus l'humilité et l'inattendu. Plus la proie s'éloigne, plus le mouvement m'embrasse. Moi n'est plus que cette photographie. Le comique héros qui croyait danser dans le bal de l'histoire, là où la vie l'attendait dans l'arrière-salle d'un hôtel de province. Mes faux papiers sont périmés. J'entends parler une langue d'archives, où les morts, une nouvelle fois, aux dés sont joués. Mes mains sont vides, mes tempes étroites, une bouteille sur la table, je balbutie une vieille et démodée rengaine. L'amour, je veux dire non pas ce mot qui tient lieu imbécile de refuge pour nommer innommable la fortune au revers, mais bien ce tourment d'empouvoir mais qui fait de vous ce linge tordu au lavoir, sur la corde déployée, dans le vent emporté, un jour vous précipite à l'abîme, d'où divisé, éparpillé, on remonte, ne sachant plus à quelle réalité se vouer,
dans la gorge un nom comme un mot de passe dont seul on aurait gardé le secret. À qui se retourne, au bord de l'abîme, revenu à soi et laisse éclater son rire, l'écho répond en un défi meurtrier, mais pour qui donne l'assaut au malheur, ce rire-là est aussi un cri qui dit « Remonte, veilleur, la mécanique, puisque t'en vient l'envie. » Et danse. La chandelle vaut qu'on la joue, qu'on la brûle, qu'on la souffle, ouvre la bouche, mange, tendrement parle comme entre les morts il se peut, dans la nuit de jeudi, de vendredi, de samedi et la nuit de dimanche, et à la nuit, dans l'immensité du temps, l'esprit emporté par ton secret, laisse l'enfer des précautions d'usage, dans les raies de la peur, les mots sont autant de sons à ton oreille dont le vide n'a cure, ainsi le pitoyable et dérisoire vouloir de ces pages, mais redit que la bête dans le sacrifice est royale, dont les membres dansent une cavale ensanglantée, vers où les remords n'ont pas cours, et que dans cet atroce gargouillement entendu au bouillon du flot qui de sa carotide tranchée par cascade s'échappe, elle se raille de ceux qui prétendirent la désigner. Je voulais aussi présenter des éditions alternatives. Ça, c'est l'édition théâtrale. Vous avez tout le premier volume de Raymond Cousse. Et donc ici, vous avez l'édition poche et l'édition grand format d'un roman italien, d'un auteur de la première moitié du siècle, Massimo Bontampelli. Donc, publié, c'était la première traduction française à l'Élo Coquin éditeur, et que j'ai découvert, une fois n'est pas coutume, au Serpent à plumes. Donc là, je ne vais pas tricher, c'est un pur roman, mais c'est aussi un pur conte. Et la découverte de Bontampelli m'a énormément touché parce que, avant de connaître sa biographie et ses rapprochements avec Pirandello à la pire époque de l'histoire italienne, j'y ai surtout vu un rapport au fantastique qui était pour moi un peu la source même de l'étrange et du plus perturbant qui puisse intervenir dans un texte, c'est-à-dire la manière dont le fantastique pouvait se nicher au plus étroit du quotidien et passer presque pour de la normalité. C'est-à-dire c'est un texte qui se tient sur un fil absolument insaisissable entre le réel et l'abîme, et le vertige de l'incroyable. C'est l'histoire d'un petit garçon qui, le jour de son anniversaire, le jour de ses 7 ans, se promène avec sa mère dans un parc de Rome, et d'une minute à l'autre, il se retourne vers sa mère et il dit « Maintenant, je veux retourner chez moi, dans ma maison, mais dans ma vraie maison, et voir ma maman. » Et au début, on ne comprend pas, et très rapidement, on comprend que ce petit garçon, à partir de la minute où il s'est tourné vers cette femme qui était sa mère, il a 2 mamans. Et 2 chez lui. Enfin, lui, il n'en a plus qu'une, et plus qu'un, mais c'est-à-dire qu'on bascule d'un plan sur l'autre à la 2e ou à la 3e page du livre, sans pouvoir le comprendre et sans vouloir le comprendre. Et puis, alors, l'auteur ne va pas nous ménager parce que il va faire durer cette espèce de torture intime et familiale, et donc il va nous laisser guider par l'enfant. La mère et l'enfant vont prendre une calèche, vont se retrouver dans le quartier du Trastevere, qui est un des quartiers anciennement populaires de Rome. Et là, l'enfant va commencer à identifier des rues, des repères, des commerces, une façade, qui est une maison absolument fantôme, où ne vit qu'une bonne, qui entretient la maison, où elle accueille une fois par an, pendant une journée, une dame, qui se trouve avoir perdu son propre fils il y a exactement 7 ans. Et donc on s'aperçoit que visiblement on est dans un dédoublement du temps et des strates temporelles, et que 7 ans après, l'histoire non pas se répète mais s'inverse. Et du coup le livre est l'histoire de cette confrontation entre ces 2 femmes qui, à force de folie, deviennent presque amies, sont obligées de s'associer pour comprendre la réalité des faits, mais évidemment aucune ne voulant laisser l'enfant à l'autre. Et sur cette trame qui pourrait être onirique, mais qui est cauchemardesque dans le fond, mais qui est traitée avec énormément de légèreté, avec beaucoup de grâce,
et ben, se greffent les histoires, ensuite les histoires de quartier, avec la réaction des commerçants qui ne comprennent pas pourquoi un enfant n'a pas vieilli en 7 ans, avec la réaction du père qui démarche les plus grands avocats de la ville, et c'est une affaire qui devient une affaire nationale et qui autorise des règlements de compte entre avocats, avec un roman sociologique qui nous permet de visiter les asiles de Rome où les deux femmes tentent de s'envoyer mutuellement l'une et l'autre. Et c'est traité avec infiniment de pudeur. Et c'est un texte dont je reprends souvent le début pour comprendre à quel point le réel peut se fissurer avec très peu de moyens. Là, je pense qu'il détient le palmarès du livre le plus étrange parmi mes trouvailles et mes résultats de mes pérégrinations. Déjà, l'éditeur est inconnu au bataillon, il s'appelle Les Provinciales. Et puis le titre dit beaucoup de choses, ça s'appelle Crafouillis, et c'est sous-titré Légendaire récit. Et c'est un livre que j'ai trouvé, alors voilà, ça c'est un livre trouvé par hasard. C'est quand même parmi les plus beaux, c'est pas les plus beaux moments, mais les moments les plus uniques, c'est quand parce que évidemment j'ai passé un certain temps à fouiller, à chiner dans les librairies, que ce soit de neuf et d'anciens, quasiment à plat ventre, parce qu'évidemment les libraires cachent ce qu'ils ont envie de garder pour eux, c'est du vécu. Et qu'ils ont du mal à retrouver, à recommander. Et de temps en temps, on trouve des livres totalement par hasard, qui sont des météores, et surtout quand vous ouvrez et que vous vous apercevez que vous n'avez jamais rien lu de pareil. C'est ce qui m'était arrivé avec l'autobiographie d'un spermatozoïde misanthrope, un roman de Marcel Arnac paru dans les années 20 et qui s'appelait 83 cm d'aventure, que j'avais trouvé dans une librairie, tenez-vous bien, de romans de cape et d'épée. Alors il était dans le 2e rayon, caché, bien blistérisé et tout. Et alors ça a été réédité chez le même éditeur 30 ans plus tard, mais ça c'est un texte qui est bien enfoui dans l'inconscient collectif, et que j'avais beaucoup apprécié à l'époque parce qu'il ne correspondait à aucun genre connu. C'était le roman de l'évolution, 83 cm, c'était la distance que parcourait ce spermatozoïde devenu fœtus dans le corps humain avant d'être promis à l'expulsion, à l'éjaculation, et de rentrer en lutte contre le médecin accoucheur, au motif qu'il avait certainement pas envie de rejoindre ce monde de cons, et après nous avoir fait l'analyse en détail et le portrait de toutes les strates d'humanité qu'il avait pu observer depuis l'intérieur de sa matrice. Mais c'était à la fois un roman biographique, un roman scientifique, un roman d'aventure, un roman poétique. Et ça, c'est voilà, si j'ai placé Moby Dick en ouverture de cette séance, c'est pas pour rien, c'est parce que les romans qui pour moi arrivent à se mettre au croisement de tous les genres sont des romans un peu plus, voilà, qui s'installent un peu plus profondément et qui s'ancrent un peu plus profondément en vous, parce que vous risquez de solliciter leur mémoire et leurs souvenirs davantage, parce qu'ils ont réussi une synthèse un peu miraculeuse. Alors, Crafouillis, c'est pas une synthèse de différents genres, mais c'est un livre que j'ai trouvé par hasard en rendant visite à un libraire lyonnais qui s'appelle Le Bal des Ardents, qui est dans la presqu'île. Le Bal des Ardents qui a emprunté son nom à un texte de Pierre Bettencourt. Donc je pense que ça correspondait aussi, s'il l'avait laissé sur une table, à un de ses coups de cœur, ou alors à un éditeur qui avait fait faillite sans lui régler son ardoise et dont il avait envie de se débarrasser. Je vais être très honnête avec vous, Crafouillis est un livre que je n'ai jamais terminé, parce que je ne sais jamais où je l'ai laissé, où je l'ai repris, je ne sais pas où l'auteur veut me mener. Je crois que je n'ai toujours pas compris... les chapitres dont je suis venu à bout. Crafouillis, c'est un texte de loi, c'est une espèce de constitution fondamentale, c'est un ouvrage ethnologique et de mœurs sur un peuple primitif, les Crafouillis. Et c'est dans une langue, voilà, c'est dans une langue qui va vous rappeler Le Jour des Corneilles de Jean-François Beauchemin aux éditions des Allusifs, ou bien Le Battle Bastard de Céline Minard. Ou bien, alors j'en ramène un autre, mais c'est vraiment pour faire mon malin, parce que celui-là, je pense que personne ne le connaît. Ou bien, ça rappellera à certains Gueule de Pierre Belfroy, toujours au serpent à plumes. Je vous jure, j'ai rien touché, ils m'ont pas proposé de les racheter. Et donc, Crafouillis, c'est vraiment une pure joie, un pur bonheur, parce que je sais qu'à chaque... Là, c'est la surprise totale, en fait, à chaque fois que je l'ouvre. Alors, on a l'impression de... La structure du livre est vraiment très précise.
Il y a des chapitres assez savants qui s'appellent Inaugural, Des aubes allant en jadis, Vers paradis de mes années et Apocryphe. Et puis à l'intérieur, on a vraiment, il brasse en revue tous les domaines de description possible de ce peuple primitif, avec une analyse très précise au langage et à la sexualité. On est dans un texte quasi biblique. Le tout premier chapitre s'appelle Les noms, N-O-M-S, l'amant des noms, le nœud d'amont des noms, le nœud. Le deuxième, l'ébauche, la parole et la science ordinaire. Le troisième, Saint Jean sourd, comme un sourd, l'invention des lettres et la propagation du sexe. Alors je vais lire des bouts d'un petit peu partout de ce texte qui pour moi fracasse la langue, la ramasse et vous distribue tout est goûtu, tout déborde comme ça de protéines, de nourriture et tout. C'est d'une gourmandise presque un peu trop ambitieuse, mais vraiment on ne sait plus là si on a affaire à un poème, à un texte prophétique, à un texte juridique, à une fiction, à un délire. Donc ça commence par cet hommage à la nomination. Les crafouillis, verviers férus, nommés 4 fois l'an en grande lice, tirant vengeance d'un fainéant univers déposé dès l'alors par le grand, et que rien n'annonçait devoir un matin dégondé, ils ne savaient ni vapeur ni ampoule, a fortiori Hertz ou téléonde. Ils ensemençaient de combines les bruits pour dénoncer les choses, voltant la langue de revers et d'avers, multipliant à l'envi la face du sens, et retronchant sans fin la mine à le sentir. Ils n'en faisaient pas dictionnaire, transmuant, transhumant, chargeant, conraturant les phonèmes disponibles et les lettres d'usage, arguant qu'importe seul en fin du fin la vibration, la fibre d'excite saisissant la vapeur malaxée. À dire l'intestin gras bien mieux et l'antre du charlus que le vent d'ouest. Glabre sentence, en voici l'excrément, le charlus était pétomane et le vent d'ouest, la pluie pour demain. L'ensemble en un cartouche trônait au majestueux fronton du banc des juges, aux 4 temps annuels des joutes, ci-devant brodé. Et puis, je vais lire parce que j'adore ce genre-là, le genre des apocryphes, 2 ou 3 textes piochés dans la dernière partie. On trouvera dans la suite présente 4 ou 5 catégories d'apocryphes dans l'ordre des apocryphes descriptifs, des apocryphes rimés ou poétiques, des apocryphes titrés, des apocryphes aphoristiques. Par mesure de respect et pour ne pas alourdir inutilement, nous les enchaînons sans différencier, laissant à la sagacité de rétablir. Les crafouillis maximalisaient l'ambiance. À poil, ils somnolaient Mastoc autour du gisant, s'ouvraient l'animal en foie d'ouaille et pinochiaient la confiture d'oignon près des enluminures. Le gisant raffolait. Les murmures commençaient à stigmatiser les plâtres. À peu près lugubre, un feulement jasait des lèvres. Feu, 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 flottait le feulement. Les mitres en craquaient l'élastique et tout baignait dès lors en petits bruits enfouis, chacun chez soi. Le gisant dégivré, la danse allait pouvoir ébrouer les ectoplasmes. Les crafouillis étaient, en toute chose, meilleurs. Structures et princeps de la paterne. Les structures de la paterne se compliquaient du mimosa. Étaient royalement pères, d'abord ceux qui avouaient s'être embataillés dans couches de parturiantes. L'étaient aussi ceux qui étaient plusieurs, ce qui complique. On n'avait que vague idée de durée, comptant étrangement la semaine. En cas de ballottage, la mère désignait le tireur, on disait alors les évincés pères procurés. Il y avait aussi les pères putatifs, qui prêtaient le nom sans la fortune aux enfants des catins, dont le royalement père se refusait. Il arrivait bien sûr qu'un père putatif soit en fait un royalement père qui se cache. Les pères procurés avaient priorité, tant en cas de décès du royalement qu'en cas de divagation d'un putatif. Ils pouvaient ainsi être nommés malgré eux, ce qui rendait plus admirable encore d'avouer. On pouvait aussi être père adaptateur d'un enfant qui menaçait d'accuser à la puberté. Les pères adaptateurs étaient fortement soupçonnés d'être les vrais géniteurs, ce pourquoi ils faisaient généralement de la prison, à moins de s'être porté procuré, ou d'avoir été mis putatif. De toute façon, tout père pouvait se défaire d'un encombrant une fois par 10 ans. De même, tout non-père pouvait à tout moment le devenir, en adoptant un rejeton de putatif, si le putatif refusait de purger sa peine. On était alors royalement putatif.
Cependant, nul ne pouvait être père avant l'âge de 14 et après 52. Si le cas se présentait d'un jeune, la paterne était confiée à son tuteur jusqu'à exhalaison du rata. Le rata était sève qui vient après 5 masturbations en 6 heures, ce dont la flore n'exhale que chez l'homme accompli. Si le cas se présentait d'un vieux, on lui émasculait les glandes. Le cas se présentait donc rarement. Et tout le monde est content. A-t-il le nom de l'auteur? Ah non, je n'ai pas du tout mentionné Monsieur Serge Rivron. C'est fini là. On est au stade terminal presque. Il va falloir que je déploie des trésors d'imagination et d'improvisation pour pouvoir faire durer le plaisir un petit peu. Ça va être, il y a un auteur avec qui ça va être difficile de tirer à la ligne parce que c'était pas vraiment son genre. Donc ça c'est vraiment pour moi un maître-livre, c'est-à-dire un des livres les plus épiques et les plus drôles du siècle et de ma bibliothèque. C'est sans doute un des livres que j'ai le plus offert dans ma vie, surtout grâce au service que lui a rendu l'éditeur et le graphiste, que lui ont rendu l'éditeur et le graphiste des éditions 100 pages, parce qu'ils ont offert, à mon avis, une des plus belles interprétations qu'on puisse imaginer d'un texte qui plaçait déjà l'humour à un très haut niveau. André Baillon est un autre. En plus, André Baillon, c'est pour moi une leçon assez importante pour le lecteur, parce que quand j'ai découvert André Baillon, faut savoir que c'est un auteur considéré comme un membre des courants populaires, populistes, prolétariens des années 20, dont tous les héros sont des gens de peu, c'est-à-dire des filles des rues, des ouvriers au chômage, des mauvais garçons, des personnages d'errants. Baillon était belge. Il a lui-même couru de misère en misère, de grand amour en grand amour, en menant une vie de perdition et d'auto-sabotage presque, mais en écrivant toujours dans une misère matérielle extrême, au nom d'un amour fou à retrouver et à renouveler. La plupart de ses livres étant inspirés par les amours qu'il a croisés et qui ont marqué sa vie. Le problème, c'est que moi j'ai découvert André Baillon dans des éditions anciennes des années 20, pas très... un peu trop traditionnel, et que André Baillon a une écriture blanche. Enfin, ce que j'appelle une écriture blanche, c'était pour moi la caricature de l'écriture blanche, c'est ce qui se fait actuellement aux éditions de Minuit, c'est-à-dire des phrases, voilà, sujet, verbe, complément, peut-être un adverbe de temps en temps, des phrases courtes, jamais plus d'une ligne, clic-ploc, un bon rythme comme ça. Mais moi, quand j'ai découvert l'histoire d'une Marie, c'est-à-dire la vie misérable d'une femme de peu chez André Baillon dans une édition un peu moche des années 20, vraiment j'ai baissé les bras. J'en ai lu 2 ou 3, je trouvais ça extrêmement prosaïque, assez pauvre, assez frustrant, assez peu développé. Et donc j'ai mis Baillon au rebut, et puis quelques années plus tard, je suis tombé sur ce livre, et là les bras grands ouverts, j'ai acclamé 100 pages parce que cette lecture a révolutionné ma vision de l'auteur. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait se méprendre sur un auteur, c'est-à-dire le lire sous un mauvais angle, sous une mauvaise constellation, un peu comme le proverbe dit, on lit Balzac, on lit Pergorieux quand on a 14 ans et on déteste Balzac, on le redécouvre 10 ans plus tard et on le met au pinacle. C'est un peu ce qui s'est passé. J'ai vraiment changé du tout au tout ma vision sur Baillon, qui pour moi est devenu du jour au lendemain l'auteur qui faisait avec un style étincelant, qui justement en quelques mots, dans une phrase qui pour moi était taillée au rabot, parce que c'est un type qui prêtait vraiment attention à tout ce qui était objet, matière, travail manuel, et pour moi c'était ça, c'est un styliste qui porte la marque, comme Charles-Louis Philippe, du travail manuel, de l'artisanat total, presque immanent comme ça, et d'un style dont on voit absolument pas la marque du travail, c'est-à-dire qui paraît vraiment de la plus grande spontanéité, et pour moi l'expression même de la vie, du cœur, que ce soit les joies, la souffrance ou la drôlerie de la vie. Et cette édition, comme à peu près tout ce que fait monsieur Philippe Millot pour 100 pages, elle est pleine de petits débords graphiques, de petites interventions. Donc vous avez, pour aller très rapidement, le numéro de chapitre, qui est sous forme d'exposant en haut à gauche. Vous avez le titre qui figure sur la première ligne du chapitre, en capitale bien grasse. Et puis vous avez une absence totale de retour à la ligne, à l'exception des phrases de dialogue, qui sont dans une typographie différente, en italique. Et donc ça compose un tableau. C'est vraiment tout ce que j'aime dans la mise en page. C'est-à-dire que vous avez
Moi, j'ai souvent l'impression que le métier d'éditeur et de graphiste, c'est comme une mise en scène de théâtre. Vous vous emparez d'un classique, mais par le choix des décors, des personnages, de la diction, du rythme, vous allez lui donner vous allez vous impliquer à l'intérieur et donner une interprétation tout à fait personnelle de la chose et tenter de la faire partager à un public. Ben, c'est ce qui se passe, voilà, avec ce livre qui parcourt une gravure. C'est pour moi les marges très importantes. C'est l'essence du parti pris quoi, de l'éditeur. Zonzon Pépette a en plus donc un avant. Zonzon Pépette, c'est l'histoire et c'est l'épopée. Parce que c'est pour moi un très bon exemple de ce que j'appelle, de ce que Raymond Queneau, enfin de ce qu'on appelle depuis longtemps, mais que moi j'ai découvert chez Raymond Queneau, le style héroïque comique. C'est-à-dire s'emparer de motifs chevaleresques, de motifs nobles, de motifs épiques, et les traiter sur un mode dérisoire, comique, prosaïque, populaire. Donc Queneau a beaucoup fait ça pour se moquer, pour parodier des gens dans ses romans, comme Le Chien dent par exemple, ou Le Valdicard. Et Bayon, il l'a appliqué à la totalité d'un petit roman qui fait à peine 120 pages, et qui retrace la vie d'une femme, une fille des rues, qui s'appelle Zonzon, et qui est abonnée au trottoir dans les rues de Londres. Et c'est la galerie de portraits. Alors c'est d'abord un hommage absolu à cette femme, et surtout à la voix de cette femme, à son langage, parce que Zonzon, elle a qu'un mot à la bouche, c'est « vas-y que je t'emmerde ». Et là on est dans les années 20, c'est-à-dire on est bien avant la Zazie de Raymond Queneau. Et pour elle, c'est comme une interjection, quoi. Elle le dit comme elle respire, quoi. Et autour d'elle, il y a la galerie de portraits des macs, des copains, des copines, tous affublés de surnoms plus magistraux et démesurés, grandiloquents les uns que les autres, et qui composent cette petite faune londonienne, mais vraiment abonnée à la plus grande misère. Et la preuve, c'est qu'en fait, le roman de la vie de Zonzon commence par la mort de Zonzon. Donc je vous lis ces 3 phrases du chapitre 2 intitulé Betsy Langlish, A-N-G-L-I-C-H-E. Il est peut-être idiot de commencer la vie d'une femme par sa mort, mais enfin, si l'on vit, c'est pour qu'on meure. Et même, c'est comme on vit qu'on meurt. Et pour moi, il y a des échos là à l'une des devises de Céline dans Voyage au bout de la nuit, disant « La vérité de la vie, c'est qu'on meurt », ou à celle de Louis Guillou, l'auteur du Sang Noir, rendant un hommage un peu paradoxal et un peu critique à Céline, disant au moment de la sortie de son roman « La vérité de la vie, ce n'est pas qu'on meurt, c'est qu'on meurt volé ». Et pour moi, c'est une synthèse à la fois la plus absurde, la plus humoristique, la plus héroïque, la plus sublime, parce qu'il rend à ces personnages à la fois le côté absurde et la vanité de ces vies, et le côté magnifique de ces vies précaires, provisoires, qui sont comme ça, qui n'existent que le temps d'un trait de plume jeté sur la page. Et pour moi, c'est un rappel aussi de la modestie de toutes nos entreprises, et du fait que même en faisant des métiers un peu sacrés à nos yeux, et en travaillant sur des textes vitaux à nos yeux, c'est bien de ne pas accorder trop de sérieux à ces petites choses du quotidien. Et j'ai presque l'impression de commettre un sacrilège après ce court poème épique, d'aborder l'œuvre, un condensé de l'œuvre d'Isidore Isou. D'ailleurs, vous verrez que le libraire, je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, a scellé, emprisonné le livre d'Isidore Isou, La Critique ou la Novatique, sous un livre du Nouvel Attila, qui est sorti en juin 2013. Et je pense que ce n'est pas tout à fait un hasard, parce que ce livre de l'Argentin Alberto Laesseca, Aventure d'un romancier atonal, raconte l'histoire d'un éditeur sadomasochiste dont l'ambition ultime est de faire faillite et qui se trouve, pour son bonheur, rencontrer un romancier qui a entrepris une œuvre avant-gardiste et postmoderne de combien de pages ? 1500. 1500 pages, pas plus, pas 15 000. Dans ma mémoire, c'était 15 000. Et alors, devant cette œuvre vraiment profuse et qui déborde de tout ce que l'esprit humain peut imaginer de pire, en termes de mélange des genres, de théories pompeuses, l'éditeur devient fou de joie, signe un contrat, tout de suite en affichant des avaloirs monstrueux, et l'auteur n'en peut plus, et l'autre lui dit par exemple 6 000 pesos. Hein ? Quoi ? Vous trouvez que c'est pas assez ? 30 000 pesos, je quintuple la mise. Toute la négociation se passe comme ça, et l'éditeur, dans un accès de folie pour vraiment arriver à son but ultime, décide de traduire le roman en anglais, en allemand et en français, et de publier les traductions sans les relire. Mais c'était trop beau pour durer. Le livre devient un succès en France.
l'éditeur se suicide. Et donc, pour célébrer la sortie de ce livre, en fait, il se trouve que c'est quand même une histoire plus ou moins autobiographique, puisqu'Alberto Laiseca, qui est un romancier argentin contemporain et qui a eu une énorme influence sur César Aira, a commencé modestement en littérature par un livre de 1200 pages qui s'appelle Los Sorias, qui est une contre-utopie et même le duel est guerrier entre deux contre-utopies rivales. Et donc, en clin d'œil à Laiseca et à ses personnages, nous avons établi une bibliographie en hommage au roman atonal évoqué dans ces pages. Voici la liste des chefs-d'œuvre illisibles de plus de 1000 pages à paraître chez Attila au cours des prochains siècles, avec une bibliographie classée par langue, traduction de l'espagnol, traduction de l'italien, traduction en français moderne du Polexandre de Gomberville, traduction du catalan, traduction du suédois, traduction de l'allemand, avec à chaque fois les références précises et le nom du traducteur qui a accepté, qui s'est engagé à nous soutenir dans cette tâche. Et donc, dans les prochains siècles. Pour les prochains siècles, bien sûr. Ça, on s'est juré quelques décennies d'ennuyer les libraires, encore quelques décennies. Et donc, la librairie Caribde a, par un joli clin d'œil, glissé un livre de 1450 pages, à peu près, sous le modeste feuillet du romancier atonal. Déjà, rien que de le prendre entre mes mains, là, je vais baisser d'un ton. Je vais le reposer assez vite. Mais bon, je ne peux pas vous cacher, c'est quand même un livre, voilà, ce qu'on appelle une Bible, un livre de chevet, le livre d'une vie. Il lui manque des lauriers, là. En fait, donc ce livre, c'est un bon reflet quand même de la philosophie d'Isidore Isou. Et je vais dire tout de suite pourquoi je l'ai choisi, parce que je suis sûr de ne jamais publier de livre de plus de 1450 pages, enfin je l'espère, et que donc j'ai fixé une limite à notre ambition à Tiles, que c'est la créative ou la novative d'Isidore Isou, qui représente, je sais, certains disent 25 ans, d'autres disent 35 ans de travail. Isidore Isou il n'arrive pas de n'importe où, il est né en Roumanie. Donc il fait partie de cette légende dorée des Roumains célèbres qui ont quand même sérieusement déglingué le langage et qui nous ont apporté quand même des joies, des stimulations formidables, comme Sioran, comme Gerasim Luca, comme Eugène Ionesco, ou comme le dernier en date que j'ai rencontré récemment parce qu'on va rééditer son premier livre à la fin de l'année, le sculpteur et peintre Daniel Spoeri, et donc, qui était un ami de Topor, et dont on va rééditer Topographie anecdotée du hasard à Noël. Et ils ont tous un rapport quand même absolument matériel, paradoxal, magique à la singularité des mots, que ce soit à leur quotidienneté ou à leur puissance. Et ils se sont arrangés pour en faire une matière explosive, à chaque fois dans le registre de la dilution, de la dissipation, de l'expansion, de l'accumulation pour Ionesco. Voilà. J'aimerais bien parler de Ionesco, mais c'est pas le lieu. Il n'y a pas assez de chaises. Isidore Isou traverse l'Europe à pied, ça lui fait un point commun avec Ilsenrath pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il arrive à Saint-Germain à l'âge de 20 ans, et il est à peu près sans foi ni loi. Il ne sait pas où il gîte, mais comme beaucoup d'intellos de l'époque, donc il se fait facilement des amis. Et il ramène dans sa valise les manuscrits qu'il a accumulés depuis l'âge de 13 ou 14 ans, parce qu'il a lu très jeune les grandes œuvres du répertoire, à commencer par Proust et Dostoïevski. Et ensuite, il a commencé à écrire très tôt, à la suite d'une révélation intervenue à la lecture de Keyserling, puisqu'il avait lu, en traduction, je vous rassure, cette phrase « La poésie dilate les vocables », sauf que dans la traduction roumaine, ça donnait « La poésie dilate les voyelles », et qu'il avait décidé de prendre cette phrase au mot. Et qu'il avait commencé à accumuler des essais, mais dans toutes les disciplines possibles, mais particulièrement des essais sur l'art et sur la poésie. Et donc il arrive à Saint-Germain à 20 ans, il se constitue les prémices de ce qui va devenir le mouvement la Galaxie lettriste, qui un jour, au sortir d'une pièce de Tristan de Sarah au Vieux-Colombier, organise un scandale, qui lui permet de rencontrer Raymond Queneau, qui a déjà eu connaissance de ses textes, qu'il soutient auprès des éditions Gallimard, et il se retrouve à publier un ou deux textes sous le nom de roman, ce qui est sans doute une étiquette un petit peu abusive, chez Gallimard,
ce qui lui vaut notamment une critique vraiment mi-figue mi-raisin de Georges Bataille, qui a assez bien compris le personnage en disant « Isidore Isou a la vie de tout adolescent pourri de littérature, projeté dans le monde par une impudence qui bouscule et veut bousculer. Le jeune Isou est infiniment grossier, sans mœurs et sans raison. » Isou va toucher à tous les arts, et notamment, ce qui pour moi est son œuvre la plus pure, c'est le premier film, c'est un film révolutionnaire pour l'histoire du cinéma, même si c'est le premier film discrépant de l'histoire du cinéma, ça s'appelle Traité de bave et d'éternité, c'est présenté à Cannes en 1951 avec aussi un très beau scandale à la clé, et c'est pour moi l'inauguration, une des sources possibles, mais quand même pas la plus moche esthétiquement parlant. C'est l'une des sources possibles de la nouvelle vague, avec un long travelling sur Isou lui-même, qui parcourt les rues de Saint-Germain, et la discrépance, c'est une forme de coupure, de dissension, de rupture entre les images, entre l'image et le discours, entre ce qui se passe à l'écran et ce qui se passe dans les bandeaux, dans les intertitres qui circulent. Et il y a 1000 procédés godardiens qui semblent, mais trait pour trait, repris et inspirés du traité de bave et d'éternité. Manque de peau, Isou est passé du mauvais côté de la reconnaissance, puisqu'en gros, ensuite, pour son œuvre future, qui a continué à s'accumuler à un rythme vraiment frénétique, puisque l'art qu'il avait érigé pour la poésie, il l'a décliné pour la philosophie, pour le sport, pour l'esthétique, pour la sexualité, pour la peinture, pour le théâtre, à peu près pour tous les domaines de la vie possible. Et Isou est passé auprès des lecteurs, soit pour un fou, soit pour un mystificateur. Mais je me demande si au fond c'est pas ce qui me plaît dans cette monstruosité faite œuvre. La légende, donc il habitait une petite casemate, une espèce de petit réduit rue Saint-André-des-Arts, et la légende dit qu'il accumulait ses manuscrits dans sa baignoire. Isou a joué un rôle particulier aussi pour Attila et pour l'équipe et la fratrie constituée d'Attila, puisqu'il était l'auteur qui faisait la une du numéro 0 de la revue en juin 2004, avec un article de Yann Bernal, et que du coup, voilà, c'était pas innocent de mettre cette personnalité au commencement de tout. Après, ça peut paraître un peu contre-productif de lire des extraits, mais en même temps, c'est comme le livre de Jacques Roman ou comme le Crafouillis. Quand on a lu une phrase, on a saisi vraiment l'ADN et la structure du livre, et puis on n'a qu'une envie, c'est de continuer à la détricoter. Et moi, c'est un des livres que j'ai envie d'ouvrir. Vous savez, ce genre de livre où on se pose une question le matin et puis on ouvre un livre pour y trouver la réponse. Bah, c'est dans ce genre de livre que j'ai envie de la trouver, parce qu'ils excèdent vraiment le désir du lecteur, ils excèdent toute forme éditoriale entendue, et il se trouve quand même des éditeurs comme Aldante pour en offrir une édition pour le coup irréprochable. Donc c'est presque au hasard que je vais piocher des livres, pages 12, 14, 15 et 16. Ainsi, parti de la narration de mon existence et des étapes de dévoilement d'une méthode de novation, je ne pouvais offrir à l'ensemble de mes aventures passées et de mes projets d'avenir un autre but que celui de devenir non. C'est le même nom que chez Crafouillis, Noëm. Un créateur immortel. Non et même Messie, défini d'une manière originale, par moi pour la première fois comme le créateur des créateurs, le possesseur d'un système d'accomplissement multiplicateur qu'utiliseront les multiplicateurs à venir, de la totalité de la culture, œuvrant pour atteindre le monde paradisiaque. De ma recherche personnelle, un nouveau personnage s'est agrégé. L'autodidactique devenait didactique. Un jeune homme montrait comment il s'était avancé au-delà de tout idéal passé, au point d'être forcé de se prendre soi-même pour idéal. Les virtualités du moi, les combinaisons sensorielles m'intéressaient peu, autant qu'elles étaient des banalités. Seules leurs expressions originales me semblaient dignes d'être notées et livrées au lecteur, ce que n'avaient pas compris les psychologues et les amateurs d'un subjectif, auquel ces derniers s'attachaient dans ces lieux communs même. Mon système ne pouvait mieux prouver sa valeur que par la masse de découvertes et d'inventions qu'il me permettait d'accomplir.
je ne me suis pas approché d'un domaine sans lui apporter d'inédites dimensions conduisant au bouleversement et à la redéfinition du domaine entier. En réalité, ma méthode m'a poussé à écrire d'abord en premier lieu des ouvrages de brisure et de transformation des territoires de la culture qui offraient à de nouveaux venus des secteurs originaux à explorer. Mes textes ont élargi et approfondi toutes les branches du savoir et de l'existence auxquelles ils étaient consacrés. Après avoir considéré que l'emploi des mots est épuisé dans la poésie, et après avoir proposé un élément plus pur et plus profond de versification, la lettre, après avoir affirmé que dans la peinture et la sculpture, le secteur figuratif et le secteur non figuratif étaient des acquis banalisés qu'il fallait dépasser par la nouvelle structure formelle, la lettre ou le signe, muet en ordre d'exploration autonome et irréversible, j'ai quitté provisoirement l'art, et en passant par la technique de l'érotologie rénovée, où j'ai apporté la mécanique de la séduction et de l'étreinte parfaite, en 1948, j'ai rénové une discipline de la science, plus précisément l'économie politique, qui me préoccupait depuis l'âge de 14-15 ans. Considérant que les mots de la prose sont déjà usés après les jeux linguistiques du Finnegan's Wake de James Joyce, j'ai proposé dans ce territoire un inédit système, appelé d'abord la métagraphie puis l'hypergraphie, qui remplace, au cours de la phrase, les termes phonétiques par des dessins, par les graphismes ou antigraphismes de toutes les imaginations individuelles ou collectives, par les calligraphies de tous les peuples, par tous les genres d'énigmes et de rébus, par les photographies, les possibilités de l'impression superposée, de la reproduction sonore, du cinéma, de l'architecture, en y intégrant également l'ensemble de matières symboliques de la vie, toutes les philosophies et sciences du signe, depuis la grammaire jusqu'aux techniques d'imprimerie, en passant par les mathématiques. L'embêtant Ulysse de Joyce, l'assez illisible Proust, me semble 1000 fois plus éternel que les types que j'adore, mais qui sont sans importance, Malraux ou Chase, de la série noire. Comprenne qui voudra. Traditionnellement, je vais pas vous prendre longtemps, mais on aime beaucoup, chez Carib, de finir par en vous donnant quelques éléments sur pourquoi finalement on aime ce que fait un auteur, quand c'est un auteur qu'on invite, ou un éditeur, dans le cas de Benoît. Alors, le Nouvel Attila, je pense que vous connaissez tous par cœur. Choisir quelques titres dont vous parlez ce soir, c'était une gageure, parce que vous aurez compris quand Benoît présente en fait des livres qui lui tiennent à cœur, le bouillonnement et le foisonnement qui se passe à l'intérieur de son crâne, je crois que c'était manifeste. Donc saisir en fait ce qui fait le Nouvel Attila, c'est quelque chose de mystérieux, d'alchimique. J'ai entendu hier Benoît dire que c'est quand même des livres qui viennent vous hanter en rêve, et je pense que c'est assez vrai en fait. Donc moi j'en ai choisi 3 ce soir. Et il se trouve que pour moi ça résonne avec ce qui a été présenté par Benoît, parce que c'est quand même des histoires d'enfants et de langage, toutes les 3. Et donc Mayou de Hervé Bouchard, donc un auteur québécois. Alors je ne vais pas en lire parce qu'Alban Lefranc il y a 3 mois l'a lu tellement magnifiquement que moi j'aurais vraiment honte de le tenter. Mais c'est assez incroyable, c'est un gamin québécois, il a quelques soucis qu'ont les gamins quand ils ont 10, 12, 14 ans, un peu moins, et il raconte ça à sa manière, mais avec une espèce de verve et de rage, mais de rage joueuse en fait en permanence. Donc là-dedans, il y a des choses qui sont de petits problèmes de gamins qui font sourire, il y a des trucs assez terribles, et il traite tout ça au même niveau. Pour lui, il n'y a pas les grands problèmes et les petits problèmes, c'est des problèmes, quoi. Et donc ça crée une espèce de flot, c'est que des enchaînements de textes très courts, qui font 1 page, 2 pages, 3 pages pour les plus longs, et qui le saisissent à différents moments de sa vie. C'est pas nécessairement chronologique, c'est des trucs où ça le frappe, ça bouillonne, et il sort ça avec une langue vraiment très personnelle. Alors il y a quelques mots de québécois qui peuvent, pour un lecteur français au début, déstabiliser un petit peu, puis on s'y fait très vite. Puis après, c'est des mots qui ne sont pas plus du québécois que du français, c'est des mots à lui, mais on arrive très bien justement à comprendre son langage. Et c'est un livre qui hante, quoi, vraiment, parce que ce Mayou, c'est son nom, Jacques Mayou, mais
il est extraordinaire, ce gamin. Il est à la fois complètement banal, complètement normal, et en même temps, il se passe quelque chose en permanence sous son crâne, face à des espèces de montagnes que sont le monde quand on a 8, 10 ou 12 ans, où tout est potentiellement dur, et en même temps, tout est du jeu, quoi. Le deuxième, d'un auteur macédonien, donc de Živko Čengo, qui est une star de la littérature macédonienne, et qui était un livre épuisé depuis assez longtemps, qui avait été traduit en 1980 en français, et qui ressuscite grâce au nouvel Attila. Et La Grande Eau, c'est aussi une histoire d'enfant. C'est moins, en apparence, c'est moins joueur que peut l'être Mayou, avec ce gamin québécois normal, hein, quand même. Parce que là, on parle d'un orphelinat en 1946-1949, donc en Yougoslavie, où dans cet orphelinat, il y a des orphelins de guerre, des orphelins de la lutte des partisans, des orphelins d'opposants politiques qu'on a liquidés rapidement en 1945. Et donc tous ces gamins sont là dans un orphelinat dont le magnifique travail graphique qui a été fait, qui est aussi une marque de fabrique, du nouvel Attila, montre que c'est vraiment les murs, quoi, qui comptent, c'est les murs qui sont très hauts en réalité, et encore plus dans l'imaginaire des gamins. Et c'est une histoire d'amitié en fait entre deux gamins, l'un qui est normal, qui est le narrateur, et l'autre qui est assez particulier, qui est un peu le diable et le réprouvé ultime dans cet endroit où les gamins sont suivis toute leur petite vie par leur dossier. Leur dossier, c'est évidemment pas le leur. Ils ont 6 ans, 9 ans, 10 ans, ils n'ont pas de dossier. C'est le dossier de leurs parents. Et qui les marque comme un fer rouge. Et ensuite, tout ça peut devenir rapidement très compliqué. Mais ils ont il y a un côté magique, et pourtant ça flirte avec le fantastique. C'est ce que disait tout à l'heure Benoît, hein. C'est du fantastique qui s'immisce par les interstices. Ils imaginent en fait la grande eau, la mer. Il y a des éléments en fait qui leur servent de ressources, d'endroits où aller se baigner en pensée, qui deviennent subversifs en fait, parce que quand les gamins se mettent à y croire en fait au produit de leur imagination, ils sont nombreux. Ils ont la fougue, et puis donc ça déstabilise cet environnement. Et puis alors le narrateur est un gamin qui alterne entre des façons de raconter qui sont extrêmement andante, très poétiques, très justement oniriques, où il s'échappe de son quotidien, et puis d'autres moments qui sont allegro vivace, où vraiment c'est le speed total, c'est la guerre, il jure toutes les 4 phrases, hein, il est tout le temps en train de dire que je sois maudit, je le jure, enfin tout le temps, et c'est d'un rythme très étonnant, et à la fin je pense que ça rente également beaucoup les rêves une fois qu'on l'a lu. Et puis le dernier, qui est un peu plus ancien, au nouvel Attila, mais qui moi continue à m'émouvoir comme à la première heure, où là l'enfant en fait dont il est question est une Volkswagen, ce qui effectivement est un peu surprenant. Mais Christopher Boucher donc a écrit une histoire qui est incroyablement poignante. Et il a réussi à filer en détail, et dans le moindre détail, avec une poésie incroyable, sur près de 300 pages, une métaphore qui est la métaphore mécanique, où en fait cet homme en fait a comme fils une Volkswagen. Mais réellement, c'est justement... Et tout ensuite, toute la vie, tout l'environnement, c'est normal, hein, c'est pas lui qui est fou ni quoi que ce soit spécial, c'est comme ça que... Il a eu ce fils parce que le préservatif a craqué. C'est raconté en détail. Mais tout est raconté en détail, et il y a des moments où bien entendu ça parle d'histoire familiale, hein, parce que c'est pas que des automobiles. Hein. Lui, il a une Volkswagen, mais les autres gens non. Hein. Et on arrive à avoir une histoire de relation, donc d'amour filial, d'amour paternel, puisque l'un des éléments clés de ce roman, c'est que le père du narrateur et de l'auteur donc est attaqué en fait par un arbre à infarctus, et qu'ensuite il s'agit d'arracher en fait le père donc à la mort, et de retrouver où l'arbre à infarctus l'a emmené.
Et tout ça dans un univers qui est l'univers de la Nouvelle-Angleterre, autour de Boston, mais qui est complètement transformé, qui est devenu complètement autre chose. Et pourtant, c'est bien d'une histoire de... Donc c'est totalement fantastique. Et c'est extrêmement poignant, bien que ça parle de choses totalement irréelles. Et j'ai beaucoup d'admiration en fait, voilà, pour ces 3 livres et, voilà, qui parlent d'enfants en fait, chacun à leur manière. Voilà, et donc merci au Nouvel Attila de nous offrir ces 3 livres-là et beaucoup d'autres. J'aurais pu en évoquer beaucoup d'autres. Il y a le Voyage imaginaire qui serait très proche également, de Merci Léo de Cassis. partager nos folies. Et donc vraiment merci beaucoup Benoît de t'être prêté à cet exercice magnifique et surtout. Je n'ai pas dit mon dernier mot, je reviendrai. Surtout oui, parce que là il faut le dire, tu as accepté de faire l'exercice avec un préavis extrêmement court, donc c'est presque une improvisation que tu as fait ce soir et donc c'est encore plus saisissant que d'habitude. Voilà.